Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Comment comprendre, comment expliquer et surtout, comment arrêter les violences après les émeutes de ces 2 dernières nuits suite à la mort du jeune Naël, tué par un policier à Nanterre mardi dernier. Nous consacrons une émission spéciale sur les violences dans le Grand JT. Deuxième partie d'émission, on vous fera découvrir les métiers de l'astrophysique et du spatial à l'Observatoire de Vernon en Normandie. Son fondateur, Gaël Musquet, sera avec nous sur ce plateau. Enfin, dans sa chronique, quoi de neuf sur les réseaux, Brandon Warrett nous parlera du succès de l'orthographe et de la grammaire sur TikTok. Brandon qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Brandon, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal par la marche blanche organisée cet après-midi à Nanterre en hommage au jeune Naël tué par un policier ce mardi. Une marche blanche organisée à l'initiative de la famille de l'adolescent et avec le soutien du comité Adama Traoré. Le cortège est parti de la cité nanterroise Pablo Picasso, 48 heures après la mort de Naël lors d'un contrôle de police. Plusieurs milliers de personnes étaient réunies cet après-midi. Une foule qui a notamment scandé « Police assassine, justice pour Naël ». Des affrontements ont eu lieu en fin de manifestation entre les forces de l'ordre et des participants. Des bâtiments et des voitures ont été pris pour cible. Après une nouvelle nuit de violence urbaine hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce matin une spectaculaire mobilisation des forces de l'ordre cette nuit. 40 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 uniquement pour la région Île-de-France. On poursuit ce journal par une information qui est tombée à la mi-journée. Le projet de loi d'une majorité numérique à 15 ans a été définitivement adopté. Hier, la proposition de loi du député Horizon Laurent Marcangeli avait déjà reçu son feu vert final et unanime à l'Assemblée nationale. Et après un processus législatif long de 6 mois, elle vient d'être adoptée définitivement par la Chambre basse du Parlement. Qui vote pour? Contre? Abstention? Félicitations. C'est une proposition de loi définitivement adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Pour s'inscrire sur TikTok, Snapchat ou Instagram, les enfants de moins de 15 ans auront désormais besoin de l'accord de leurs parents. Les réseaux sociaux seront dans l'obligation de vérifier l'âge de leur utilisateur. La date d'entrée en vigueur de la loi n'est pas encore connue, mais dès sa mise en application, les plateformes auront 1 an pour se plier aux obligations. En cas de non-respect des règles, les réseaux sociaux s'exposent à une amende de 1% jusqu'à 1% de leur chiffre d'affaires mondial. Un chiffre d'affaires mondial quand même. Tout autre sujet maintenant, à Villiers-le-Bel, en cas d'absence à la rentrée prochaine, des élèves pourraient être radiés du collège. À l'approche des vacances scolaires, les élèves sont aux abonnés absents dans de nombreuses classes. De quoi agacer Jean-Louis Marzac, le maire de Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise. Il met en garde contre tout potentiel absentéisme pour la prochaine rentrée scolaire qui était déjà repartie à la hausse l'année dernière dans la ville. Pour se faire entendre, le maire a adressé un courrier à tous les Beauvillésois. Les enfants qui ne seront pas présents en classe à la rentrée scolaire et les jours suivants seront radiés de l'école. Les familles seront tenues de procéder à leur réinscription dans un autre établissement, prévient-il. Du côté de l'Éducation nationale, on approuve la démarche du maire, mais on conteste le terme de radiation. Quant aux parents d'élèves, ils sont divisés sur la question jugée trop radicale pour certains. Le maire peut néanmoins compter sur le soutien de la majorité des syndicats de professeurs. On change de région maintenant pour une polémique qui secoue une école alsacienne. Une enseignante a fait inhaler de la fumée à ses élèves. Les faits remontent au 30 mai dernier dans l'établissement privé Matthias Grunewald de Winsenheim, près de Colmar. En cours de chimie, une enseignante a allumé un feu, fenêtres et portes fermées. Debout sur leur chaise, les élèves de 5e ont dû inhaler de la fumée pendant 10 minutes. L'enseignante a justifié sa démarche jugée pédagogique pour stimuler les sens et éveiller la pensée individuelle de l'enfant. 2 plaintes ont été déposées pour mise en danger de la vie d'autrui. L'enquête est toujours en cours. Cet établissement hors contrat avec l'Éducation nationale suit la pédagogie Steiner-Waldorf, une méthodologie d'éducation alternative régulièrement pointée du doigt pour ses dérives sectaires. En France, 2500 élèves sont scolarisés dans ces établissements. On termine ce journal par une bonne nouvelle qui nous vient directement de Loire-Atlantique. Le département va expérimenter le repas à 1 € dans plusieurs collèges.
Le dispositif sera testé dès la rentrée prochaine dans 5 établissements publics du département à Nantes et à Saint-Nazaire et sera accessible aux familles les plus modestes. La tarification des repas sera régie en fonction du quotient familial des repas à partir de 1 €. La mesure est présentée par les élus comme la garantie d'une équité entre les usagers. Si certaines familles vont payer moins cher les repas du midi, les familles les plus aisées, quant à elles, vont devoir mettre un peu plus la main au portefeuille. Le coût maximal sera dorénavant plafonné à 5,30 € jusqu'à 55% d'augmentation pour certains ménages. Un dispositif pilote qui va coûter 1 million d'euros à la Loire-Atlantique, un département qui a pour ambition de généraliser cette tarification à l'ensemble des collèges publics pour la rentrée de septembre 2024. Merci Brandon. Des émeutes hier soir, avant-hier soir, suite à la mort du jeune Naël, tué par un policier après un refus d'obtempérer. Les émeutes sont fortes, la violence grandit de plus en plus en France. On en parle ici sur ce plateau. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Céline Pina. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Céline. C'est pas la première fois, on est toujours ravis de vous recevoir dans le Grand JT d'éducation. Aujourd'hui, pour un thème important, un thème dramatique évidemment, qui est celui de la violence. La violence est partout dans la société. Vous êtes auteur, vous êtes journaliste. On va discuter ensemble avec Bruno Pomar aussi, qui est sur ce plateau. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes un ancien policier instructeur du RAID. Vous êtes également maire d'un petit village, le village de Béflou dans l'Aude. Vous êtes aussi président fondateur de l'association RAID Aventure, une organisation de rapprochement des jeunes, justement, avec la police. On ne peut pas être plus au cœur du sujet, malheureusement. Voilà, du sujet dont on va parler aujourd'hui, qui est éminemment dramatique et qui touche tout le monde. On ne peut pas ne pas être touché. 2 jours après la mort de Naël, ce jeune de 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier. La situation est extrêmement tendue partout en France. Forcément, vous suivez les images chez tous nos confrères et chez nous aussi. Cette nuit, de nombreuses heures ont encore eu lieu. Vous voyez les images qui s'affichent avec des affrontements entre les manifestants et encore les forces de l'ordre. Le policier, qui est auteur du tir, a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Le procureur de Nanterre a considéré que les conditions légales d'usage de l'arme n'étaient pas réunies lors de ce contrôle routier. J'aimerais qu'on dise un mot ensemble, enfin vous surtout, Céline Pina déjà, sur ce qui s'est passé, car ça suscite une véritable émotion en France. Bien entendu, on voit d'un côté tous ceux qui sont extrêmement heurtés et qui sont contre la police, et on voit beaucoup de slogans anti-flics, et puis ceux qui réagissent. Et j'aimerais votre avis. Il est normal qu'une population soit heurtée par la mort d'un jeune de 17 ans, parce que quand bien même ce jeune conduisait sans permis, avait visiblement quand même un historique de comportement prédélinquant assez important, il n'en reste pas moins qu'à 17 ans on peut changer et qu'on a la vie devant soi, et qu'une vie arrêtée comme ça, c'est toujours un peu difficile. Néanmoins, je trouve que la violence qui s'abat sur le policier est elle aussi tout à fait déplacée. D'abord parce que quand un policier met en joue quelqu'un, c'est qu'il s'est passé des choses auparavant. Et donc la scène que l'on voit, ça signifie, si le jeune homme est mis en joue, qu'en fait, j'allais dire, le refus d'obtempérer a déjà eu lieu, qui s'est fait coincer dans la circulation, et que là, on est donc à un deuxième acte quasiment. Et à partir du moment où vous êtes mis en joue, j'imagine que si vous démarrez brutalement, si le policier ne maîtrise pas bien son arme, le coup aussi peut partir. Donc on a quand même relativement peu d'informations sur ce qui a pu se passer. Ce qui met les policiers dans une situation difficile, c'est d'avoir raconté des choses qui apparemment ne sont pas vraies dans le rapport qui a été fait. De là à en faire quelqu'un qui aurait vraiment voulu faire du mal à ce jeune homme, je me demande si on ne va pas un peu vite. Et je suis en tout cas très choquée des prises de position du président de la République et de la Première ministre, alors qu'on est à un moment où on n'a pas la vérité. On a des éléments, mais la vérité, on ne la connaît pas. On n'a pas fait complètement le clair sur ce qui avait pu se passer.
et qu'on ait une extrême gauche qui essaie d'ériger un symbole pour alimenter sa haine des policiers et sa tentative de déstabiliser la société, c'est une chose, et l'extrême gauche a toujours réagi de cette manière-là. Que le pouvoir se laisse aller à donner autant de gages à ce narratif-là est peut-être pas la réponse la plus intelligente qu'il a, d'autant qu'on le voit, ça n'a absolument aucun effet pour apaiser les banlieues, ce qui était probablement l'objectif du sacrifice de la vérité. Merci Céline, effectivement beaucoup d'informations sur ce que vous venez de dire. Je vais détailler, on va en parler aussi avec Bruno Pomar, je le rappelle, qui est ex-policier instructeur du RAID notamment, et aussi vous avez créé, fondé, vous êtes présidente de cette association RAID Aventure, organisation qui rapproche justement les jeunes de la police depuis bien longtemps maintenant. Vous faites cela, ce travail-là. J'aimerais juste vous faire réagir aux mots de Céline Pina. Est-ce que la violence sur ce policier est déplacée alors que même on a quand même vu les images, alors qui sont des images qu'on voit de loin, qui sont pas du tout, qui sont bien entendu contestables dans le sens où on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, à l'instar de ce que dit Céline Pina, un policier qui met en joue un individu et peut-être que lui-même se sentait effectivement menacé. Est-ce que pour vous, ces violences sur ce policier sont déplacées également? Oui, je partage nombre de propos de Mme Pina. Effectivement, on s'acharne sur ce policier qui a commis un acte grave. Est-ce que cet acte grave doit être jugé par les médias? Est-ce que cet acte grave doit être jugé par le personnel politique? Je dis non. Il y a une justice dans ce pays, ça s'appelle la présomption d'innocence sur quelque individu que ce soit un dealer, que ce soit un tueur, un violeur, un policier. La présomption d'innocence, c'est inscrit dans la Constitution, c'est quelque chose d'essentiel. Et je trouve pas normal, et Mme Pina l'a très bien dit, qu'on s'assoie sur tout ça, quoi. Le plus haut niveau de la hiérarchie de nos institutions s'assoit sur cet élément de base. Laissons faire la justice. Il y a 2 juges d'instruction qui ont été mis sur cette affaire pour pouvoir juger en conscience ce qui s'est passé et avoir tous les éléments. Il faut des éléments factuels pour dire que ce monsieur, il a été mis en examen, le procureur l'a mis en examen pour homicide volontaire. C'est grave, homicide volontaire, ça veut dire qu'il encourt 30 ans de prison. Cela veut dire, oui, qu'il a eu volonté de tuer. Voilà. Et là, j'aimerais revenir, évidemment, que l'enquête est en cours, mais on est ici aussi pour parler de ce qui s'est passé, parce que c'est une situation, un fait, qui, évidemment, marque les esprits, qui occupe les conversations de tout le monde depuis 3 jours. Donc, les Français sont extrêmement choqués. Quand on voit cette vidéo, on voit donc le policier qui met en joue un individu de 17 ans. C'est un refus d'obtempérer. Oui, tout à fait. A-t-on le droit de se faire tuer pour un refus d'obtempérer? Alors non, c'est pas l'objectif du policier. Le policier de la DOPC qui est parti travailler ce matin-là ne s'est pas levé en disant je vais aller tuer quelqu'un, vous vous en doutez bien. Vous savez qu'en termes d'action, nos policiers à travers la France sortent en moyenne 7 à 8 000 fois leurs armes. On n'a pas tué 7 à 8 000 personnes que je sache. Bien sûr. Quand ça arrive, et malheureusement ça arrive, je vous rappelle quand même qu'il y a eu 13 personnes qui ont été neutralisées par les policiers sur des refus d'obtempérer, qui est le sport national dans notre pays, 25 800 refus d'obtempérer. Bien plus que dans d'autres pays européens. Oui, c'est le sport national en France, c'est terrible à dire. Que doivent faire les policiers? Est-ce qu'on décide de dire les refus d'obtempérer, c'est pas bien grave? Vous savez, si vous écrase votre enfant, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que le policier ne doit pas s'interposer. Je me pose la question. Je crois qu'encore une fois, les policiers sont devant des situations qui sont très complexes, où ils doivent réagir au dixième de seconde. Et encore une fois, laissons faire l'enquête, regardons concrètement les faits, avec une reconstitution qu'il y aura, etc. Mais c'est terrible qu'à partir d'une vidéo, tout le monde s'est fait un avis, sauf le juge d'instruction. Sachant qu'on rappelle quand même que les policiers, alors c'est terrible à dire dans une situation tellement critique, parce que je suis la première à être très choquée de ce qui s'est passé, et j'ai une peine folle pour évidemment Naël et la famille de Naël. Évidemment. Mais les policiers sont là pour protéger effectivement tous les individus. Alors, on peut tout autant les respecter que les craindre. À quel moment on peut se retrouver dans des situations telles que celle-ci et se dire que ça peut arriver? Comment est-ce que c'est possible? Écoutez, vous qui avez vécu ça et qui a été instructeur. Oui, moi je l'ai vécu au RAID dans d'autres circonstances, parce que ce sont des situations qui sont figées avec du terrorisme, avec du grand banditisme, etc. Donc on n'est pas dans la même situation que rencontrent ces 150 000 policiers, ces 100 000 gendarmes au quotidien, parce que c'est des policiers, des gendarmes du quotidien. Ils font tout. On le voit là, intercepter une voiture, contrôler une voiture, interpeller des gens. Je veux dire, c'est un métier qui est considérablement difficile. Et encore une fois, faire du discernement à 100%, réagir
la meilleure des façons, ça devient de plus en plus compliqué. Et cette scène terrible, évidemment, un enfant qui meurt, on ne peut pas s'en réjouir, évidemment. Mais encore une fois, je peux vous assurer que le nombre d'interventions que font nos policiers par an, plus de 3 millions, et toutes ces situations, ils les rencontrent au quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, un policier peut sortir son arme sans pour autant, évidemment, neutraliser. Qu'est-ce qui s'est passé là concrètement? Est-ce que ce policier s'est vu en danger? Est-ce que ce policier a paniqué? Est-ce que ce policier n'a pas maîtrisé son arme? Pourtant, c'est un homme d'expérience qui est reconnu, qui a été décoré par le ministère de l'Intérieur. Voilà, il y a tout un tas de questions qu'il faut se poser. Ne l'accablons pas. Et ne pas se hâter, effectivement, laissons faire la justice. Et on peut comprendre à quel point c'est difficile, ce moment de tension. Et je pense que tous les journalistes que nous sommes essayons de comprendre une situation sans la juger. Bien que vous disiez, Céline Pina, effectivement, quelque chose de très intéressant, c'est la montée de tension que l'on voit partout aujourd'hui, un climat extrêmement tendu. Ici, à Paris, évidemment, proche de Paris, à Nanterre, où ça s'est passé, mais aussi dans toute la France, une tension qui monte avec une défiance constante de l'autorité. Oui, en fait, des défis constants lancés à l'autorité, mais aussi une jeunesse qui peut être de plus en plus violente. Soyons francs, aujourd'hui, quand vous avez des gens qui se comportent mal, voire qui sont agressifs à l'intérieur du métro, s'ils sont jeunes, s'ils ont une capuche, s'ils semblent venir de quartiers difficiles, vous n'allez pas venir leur demander d'arrêter parce que vous avez peur. Et quand vous discutez avec les gens, ils vous disent « oui, je sais, j'ai été lâche », mais si la personne avait sorti un couteau. Donc il y a aussi, il ne faut pas se leurrer, une crainte de la violence d'une jeunesse qui souvent n'a pas de limite, n'est pas éduquée. Et quand vous êtes jeune, vous avez un rapport très particulier à la mort. Et quand vous discutez, d'ailleurs des fois avec des policiers ou avec des pédopsychiatres, ils vous expliquent qu'il y a une violence parfois maximale dans la jeunesse parce que la conscience des dégâts faits n'est pas optimale. On est encore chez des gens qui sont en formation. Et que parfois, les plus dangereux, ce ne sont pas justement les gens du grand banditisme parce qu'ils maîtrisent ce qu'ils font et qu'il y a des codes, mais que souvent les plus dangereux, ce sont justement des personnes jeunes sortant de ces quartiers de relégation qui n'ont pas de limite et qui parfois peuvent avoir une violence complètement ingérable et incontrôlable. Et il est possible que, en fait, ces choses que les policiers connaissent bien, que les élus de banlieue connaissent bien, influent aussi sur la peur et l'appréhension qu'on peut avoir en face d'un public. Les gens voient... il est tout jeune, il a 17 ans, et pour quelqu'un d'expérimenté, c'est justement peut-être parce qu'il est jeune, il peut avoir des réactions complètement disproportionnées et une violence extrêmement importante. Donc, si on veut être franc et discuter de cette affaire, il faut regarder aussi ces questions-là en face. Pourquoi? Parce que finalement, si on veut que des mômes arrêtent de mourir, il va falloir arrêter de leur dire ne pas obtempérer à un ordre de la police. C'est pas grave. Et il va falloir plutôt dire, on peut se mettre en danger parfois sur des objets relativement mineurs, parce que ce n'est pas l'objet qui a créé la situation, c'est la façon dont la situation évolue qui va la rendre dangereuse. Donc, si on veut vraiment protéger les jeunes, au lieu de faire comme l'extrême gauche, de les exciter et de leur dire « allez casser du flic parce que tous les flics sont des salauds », c'est ce que signifie le terme « ACAB » qu'une certaine jeunesse utilise énormément, on devrait plutôt leur dire « regardez, quand vous vous dressez comme ça contre l'autorité, alors que vous êtes en tort, parce que ce jeune était en tort, qu'il était coutumier du fait de rouler sans permis, du fait de refuser d'obtempérer, oui, vous vous mettez en danger. » Et je crois que des adultes seraient plus légitimes à tenir un discours qui protège les jeunes qu'à les envoyer comme ça au casse-pipe, qu'à nourrir leur haine et à nourrir finalement le sport national du refus d'obtempérer et de la casse de la police. Parce que ce qu'il faut dire aussi, on parle aujourd'hui de cette dramatique accident, mais par exemple des attaques de commissariats dans les banlieues, auprès des quartiers difficiles, il y en a très régulièrement en France. Et ça, on n'en parle jamais parce qu'en fait, c'est souvent l'objet de gens jeunes, qu'on ne sait pas comment contrôler tout ça et qu'on a un vrai déni là-dessus. Donc si on parle de violence, il faut en parler vraiment et pas transformer en ange
des gens qui ont un rapport à l'autorité plus compliqué et qui souvent ont une violence qui est certaine aussi. Alors, vos contradicteurs diraient évidemment que ces situations, on ne sait pas de l'œuf ou de la poule qui a commencé, bien entendu. S'il y a des attaques de commissariat, c'est peut-être parce que certains jeunes aussi disent que la police commet des bavures. C'est ce qui est le cas aujourd'hui et ce qui est énoncé par plusieurs jeunes. J'aimerais votre avis, s'il vous plaît, Bruno Pomar, sur ce qui vient d'être dit par Céline Pina. Je crois que pour résumer ce que dit Mme Pina, ça s'appelle l'éducation. C'est ça la base. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce travail-là et ça marche très bien. Me dire ce qui se passe aujourd'hui, visiblement. Mais on est plein d'associations comme ça sur le terrain à travailler pour la République, pour l'état de droit d'abord, mais surtout pour éduquer ces enfants. Parce que on a... remettons dans le contexte... Que vous disent-ils justement, ces jeunes que vous croisez quand vous les... Ces jeunes ne demandent qu'à avoir du cadre, d'être remis dans le cadre. Moi, je le fais des centaines de fois par an. J'y suis, moi, tous les étés au contact de ces jeunes. J'ai toutes les équipes qui travaillent tout au long de l'année auprès de ces jeunes. Avec la PJJ, je travaille beaucoup sur ces sujets-là. Les jeunes ont besoin de cadre. De travail éducatif pour leur faire comprendre ce que c'est la société, le respect de la société, le respect des règles de la société, des choses basiques. On leur apprend. Autrement dit, Bruno Pomar, ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé? C'est les parents qui ont été démissionnaires à un moment. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a besoin, alors c'était le cas déjà avant, mais de redire davantage qu'effectivement il y a des cadres et que finalement quand on se sent bien dans un cadre, les choses peuvent avancer? On ne dérape pas, vous avez raison. C'est encore une fois, je vous parle de l'éducation de la famille. Alors on va me dire effectivement, il y a de plus en plus de familles monoparentales, de mamans seules. Oui, mais justement, on va y venir. 800 000 parents on va y venir aux qui sont seuls, qui sont dépassés parce qu'elles doivent aller travailler, ne peuvent pas s'occuper de leurs gosses. Néanmoins, il y a quand même des structures qui peuvent les aider. Je veux dire, il y a vraiment ce travail qui est incessant à mener. Et encore une fois, lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui et depuis hier d'ailleurs dans les quartiers, gardons un petit peu de la mesure aussi. C'est encore des minorités de jeunes. Ne mettons pas tous les jeunes de ces quartiers dans la même boucle. Il y a des milliers de jeunes qui habitent dans ces quartiers. Vous en avez quelques cinquantaines, voire centaines, qui viennent affronter les policiers parce qu'ils ont envie d'affronter les policiers. C'est ce que j'allais dire. Ne mettons pas toute la jeunesse là-dedans. Attention. Exactement. Par rapport à ce que disait Céline Pina, avec un jeune qui porte une capuche, heureusement, on ne peut pas penser qu'ils soient tous mauvais. Et j'imagine bien que vous ne le pensez pas, Céline. Mais c'est vraiment pas ce que je pense, mais en tout cas, l'image que ça renvoie fait que vous avez énormément de gens qui anticipe une violence qui peut être là ou qui peut n'être pas là et que ça freine en fait tous les contacts. Et vous avez une forme de peur d'une violence que, à mon avis, des policiers peuvent ressentir aussi, surtout devant quelqu'un qui vient de vous faire un refus d'obtempérer. Mais est-ce que c'est justement, pardon, je fais l'avocat du diable, mais est-ce que quand on rentre dans ces clichés-là, c'est pas aussi ça qui favorise ce type de situation ? En fait, le problème, c'est de savoir qui dit un cliché. C'est-à-dire que malheureusement, quand vous vous promenez dans le métro, il se trouve que ceux qui vous traitent de pute si vous avez une jupe trop courte, que ceux qui viennent vous ennuyer, alors c'est souvent des bandes, souvent d'ailleurs les garçons qui vous ennuient sont en bande, ils ne sont pas tout seuls. Mais souvent, ils ont un profil à peu près identique, ils ont une manière de s'exprimer, une manière de vous insulter, une manière de vous interpeller qui est extrêmement reconnaissable avec des codes, avec des expressions. Cette réalité-là, elle existe aussi. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr, c'est un cliché de dire je vois un jeune qui a l'air de venir de la banlieue, qui a une capuche, etc. Je prends mes distances. Mais de l'autre côté, le comportement hyper violent, agressif avec les filles, l'absence de tenue, celle-là aussi, elle existe. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que des clichés d'un seul côté. Donc, si on veut faire baisser le degré de clichés, il faudrait peut-être aussi que la vie dans ces banlieues, elle soit un petit peu plus agréable. Parce que oui, tout le monde n'est pas comme ça, mais vous avez une partie des habitants des banlieues. Par exemple, moi, je connais des parents qui chronomètrent leurs enfants quand ils sortent de l'école parce qu'ils veulent être sûrs qu'ils passent le moins de temps possible à l'extérieur pour échapper à l'ambiance du quartier, à l'ambiance. Voilà, c'est complexe. J'aimerais qu'on y vienne justement, Céline Pina, parce que vous avez forcément vu Emmanuel Macron en déplacement à Marseille, qui a fait une intervention assez intéressante à analyser, notamment par rapport, j'allais dire au timing, je ne sais pas si le terme, mais en tout cas la situation que l'on vit avec ce jeune Naël. Il y a 2 jours, Emmanuel Macron écoutait justement les femmes à Marseille et a imploré de faire en sorte de sécuriser justement des quartiers, car elles avaient peur de laisser sortir leurs enfants, que c'était compliqué. Et pour cela, il a
pour proposer, instaurer une obligation dans ces zones spécifiques, dans ces cités éducatives, eh bien, des horaires de 9h à 18h dans les écoles, obligatoire, une présence obligatoire. Est-ce que ça pourrait effectivement fonctionner? Et est-ce que, j'aimerais la question, c'est depuis quand en fait le dialogue s'est rompu entre la police et ces quartiers? Non, mais ce que dit Emmanuel Macron, c'est intéressant en soi, mais généralement, les jeunes qui sont concernés par les problématiques de violence et autres, ils ne sont pas de 9h du matin à 18h à l'école. La plupart sont déscolarisés et autres. C'est-à-dire des jeunes qui sont dans les trafics de stupes. Il y en a qui, les suiveurs des trafiquants de stupes, sont là dans les quartiers à attendre que la vie passe et à faire les choux pour certains et à d'autres à rester à végéter dans le quartier. Mais ceux qui sont dans le dispositif éducatif, c'est-à-dire l'éducation nationale normale, ceux-là, en soi, ne posent pas de problème réel. Ceux qui posent des problèmes réels, c'est toute cette marge que personne ne peut gérer. Même l'éducation spécialisée. Je veux dire, je travaille beaucoup, moi, à la PJJ. Les éducateurs font un travail formidable, je veux dire, et qui n'est pas simple du tout. Les gens sont usés parce que prendre en charge ces gamins-là qui n'ont aucun cadrage, aucune valeur même, dans certains, c'est des jeunes qui sont pas à l'état sauvage, je dirais pas ici, mais les jeunes qui n'ont aucune éducation, c'est très difficile de pouvoir les remettre dans un cadre. Ils ont été laissés à l'abandon parce que les familles ont complètement lâché? Il y a de ça aussi, oui. On parlait des familles monoparentales. Quand vous avez une maman qui va travailler à 5h du matin pour aller faire des ménages et qui a 3 enfants, effectivement, on peut se poser des problèmes. Les enfants se lèvent à 7-8 heures, s'ils se lèvent, doivent déjeuner tout seuls et puis partir à l'école. Et des inégalités qui sont criantes de plus en plus, évidemment, et notamment dans ces quartiers-là. Oui, mais... Où la reproduction sociale est systématique, et on le sait. Et il y a pourtant eu des choses de fait. Moi, je pense au plan rénovation urbaine, l'Agence nationale de rénovation urbaine qui a fait un plan. J'y étais parce que je travaillais dans les quartiers de Corbeil-Essonnes pendant 10 ans, au moment où ce plan Borloo est arrivé. Très intéressant. On a refait des immeubles, on a refait tout l'environnement habitat, je dirais, pour ces gens-là. Mais ce qu'on n'a pas prévu, c'est le service après-vente social, c'est-à-dire la mise en place d'éducateurs, d'animateurs, d'associations. Je vous le disais tout à l'heure hors antenne, les associations, c'est les amortisseurs des mots MAUX de la société. Si des associations sont présentes, si des éducateurs sont présents sur le terrain, et moi je l'ai vécu pendant 8 ans, je peux vous assurer, je l'ai fait. Eh bien, j'ai atténué, par exemple, à Corbeil-Essonnes, pendant des années, où il y avait des émeutes permanentes, j'ai réussi à atténuer tout ça. Mais je comprends, mais c'est encore une fois les citoyens qui font le rôle que peut-être devrait faire l'État, non? C'est une question que je pose. Est-ce que c'est normal que ce soit aux citoyens, aux associations, qui sont souvent donc des individus bénévoles, tous ceux qui œuvrent en permanence pour essayer de faire en sorte de combler les lacunes de l'État? On ne peut pas demander tout à l'État, madame. Vous savez, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Ce que je dis souvent, la sécurité, c'est l'affaire de tout. C'est pas que le fait de mettre plus de bleus dans un quartier, de policiers municipaux, de policiers nationaux. Ça rassure les gens, c'est certain, mais il y a du travail de fond à mener. Le travail de fond, c'est du travail sociétal, pur, éducatif qu'il a travaillé. C'est ça le maître mot. Le problème, c'est que vous n'avez plus personne sur le terrain comme ça. Moi, je peux vous assurer, j'y suis en plein dedans depuis 30 ans et je vois que c'est de plus en plus. Il faudrait apporter une aide financière peut-être aux associations pour leur aider davantage, aux éducateurs, pour pouvoir faire en sorte. Il y a des choses de fait avec l'Agence nationale de cohésion du territoire. Il y a des choses qui sont faites. Des associations ciblées, la mienne en fait partie, mais c'est pas pour leur faire de la pub, mais il y a des associations. La nôtre, je pense, qui est très sérieuse puisqu'on existe depuis 30 ans et on se bat sur le terrain. Il y en a d'autres qui font un travail considérable pour essayer d'avoir une société meilleure. Voilà. Alors vous allez me dire, il y a quand même des problèmes. Oui, il y aura toujours des problèmes. Quoi qu'il en soit, le mouvement associatif a un rôle important et les élus ont un rôle important aussi en termes de travail éducatif aussi sur le terrain parce qu'ils ont des services normalement qui devraient être faits pour ça. Quand vous avez les émeutes de Nanterre ou ailleurs, je travaille avec la ville de Nanterre, hein, le maire fait du boulot, mais pourquoi n'y a-t-il pas plus de monde sur le terrain? Les éducateurs, même hier soir, avaient peur d'aller sur le terrain, essayer de temporiser tout ça, de créer la désescalade de la violence. Mais c'est lourd, c'est très lourd à porter pour les éducateurs, pour les professeurs, pour l'école de manière générale. Vous avez écrit, Bruno Pomar, un livre qui s'appelle #QNPV, quartier non prioritaire de la politique de la ville, aux éditions Panthéon. Ce livre, ce titre, forcément, il est évocateur. Oui, c'est un Pourquoi non prioritaire? Il est un peu, parce qu'on se demande effectivement si on met tous les moyens qu'il faut, même si on a eu fait ce fameux plan de rénovation urbaine. Est-ce que depuis les gouvernements successifs ont fait le nécessaire? Non, on le fait. Vous voyez bien que c'est une affaire de l'État alors peut-être. Comment? Vous voyez bien que c'est une affaire de l'État quand même. Pas que de l'État, oui, vous avez raison. Vous piégez, mais non, il n'y a pas que l'État. Je ne piège pas. Je veux juste poser la question. Je crois que la société civile a un rôle important aussi à mener. En tout cas, elle est là, la société civile, et elle fait énormément de travail. On le voit, les citoyens en permanence
violences sont là. Et aussi ces jeunes que vous rencontrez, et vous le dites grâce à l'association que vous avez montée, Raid Aventure Organisation, justement qui parle de ce rapprochement des jeunes avec la police. On parle de la police, bien entendu, il y a les gendarmes aussi à côté. Et puis, il y a les pompiers. On a vu les pompiers se prendre des jets de pierre, se prendre des c'est terrible. Comment ça s'appelle, des barrières, des cocktails Molotov, alors que les pompiers sont là justement pour sauver les individus, les citoyens. Comment est-ce que c'est possible, Céline Pina, d'en arriver à un état de tension maximale à ce point dans une société où même ceux qui sont là vraiment pour nous protéger et même pas pour nous verbaliser, si je puis dire, eh bien se retrouvent dans une telle situation? En fait, ça ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a un travail politique qui est fait sur cette population-là. Pourquoi ? Parce que c'est une population qui est vue par une certaine gauche, à la fois comme une population opprimée, donc auprès de laquelle elle pense devoir se tenir, mais c'est aussi vu comme étant des outils de déstabilisation de l'État. Vous avez aujourd'hui une extrême gauche qui pense que la Ve République, que notre société est en train de complètement exploser et qu'il y a un bénéfice politique à en retirer. Et pour ça, elle a besoin de troupes. Et des troupes qui peuvent monter à l'assaut de l'État, c'est en général les gens qui, dans la société, se pensent les plus mal lotis et les plus défavorisés. Et elle va accentuer ces représentations, c'est-à-dire au lieu de leur dire « vous êtes dans une société démocratique qui vous soutient », parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces banlieues, les gens bénéficient de la solidarité nationale. Ils ne payent pas leur logement, quasiment pas. Ils ont énormément d'aides. Il y a beaucoup d'investissements qui est mis dans ces banlieues et qu'on oublie parfois de dire. Mais tout le discours de l'extrême gauche, c'est de dire « vous êtes opprimés par une société raciste et fasciste qui ne vous donnera pas votre place, vous ne l'aurez jamais. Votre seule solution, c'est de renverser tout ça. Votre seule solution, elle est dans la violence et dans la prise de pouvoir. » Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc cette population-là, elle ne se révolte pas parce qu'elle aurait en elle des gènes particuliers qui la porteraient à ça. Elle est travaillée politiquement et on use de son absence de résistance à la frustration et du fait aussi qu'en lui donnant un discours de victimisation prêt à porter, on donne un sens à la vie de gens qui ne savent souvent pas où ils en sont, qui ont du mal à se projeter. Oui, c'est attiser la haine, en effet. Et effectivement, on ne comprend pas trop la réaction de l'extrême gauche. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur ce plateau pour parler de ce drame absolu, la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier. On attend évidemment l'enquête, malgré les vidéos qui sont extrêmement violentes, que je ne recommande pas finalement, puisque eh bien, elles peuvent être mal interprétées ou en tout cas attiser la haine. On demande à tous d'avoir de calme et un recueil pour la famille. Merci beaucoup Céline Pina, auteure, journaliste. Merci beaucoup Bruno Pomar, ex-policier, instructeur du RAID, l'association dont je reparle parce que j'en suis fière. RAID Aventure Organisation qui rapproche justement les jeunes avec la police. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parlent nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT d'éducation. Toutes
toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT d'éducation, je suis ravie de recevoir Gaël Musquet. Bonjour. Bonjour. Gaël, je suis ravie de vous recevoir. On se vous voit, mais on se tutoie un peu dans la vraie vie, car on travaille ensemble sur cette chaîne, sur School TV, car vous êtes chroniqueur très fréquemment sur l'école du futur, émission de Marjorie Paillon. Vous êtes météorologue, vous êtes le fondateur de l'Observatoire de Vernon, et c'est pour ça qu'on est ravis de vous recevoir. Vous êtes également hacker éthique, c'est une autre étiquette fortement intéressante, mais l'objet aujourd'hui, eh bien, c'est ce fameux observatoire, ça se dit, qui reçoit des centaines de jeunes pour faire découvrir les métiers de l'astrophysique et du spatial au campus de l'espace à Vernon en Normandie. Je vais repartir du début parce que le début est fort intéressant. Forcément, moi ce que j'aime, c'est les histoires, c'est raconter la vie, comment une passion naît. Vous êtes né en Guadeloupe et votre rêve d'enfance était de devenir astrophysicien. Passionné petit par les astres. Tout à fait, j'ai adoré, on est à l'équateur, hein, pas loin de l'équateur en Guadeloupe, j'ai adoré voir ces astres lumineux éclairer mes nuits. On a eu la chance d'avoir très peu de pollution lumineuse en Guadeloupe quand je suis né. Et donc c'est vrai que c'était vraiment ma passion initiale, hein, c'était regarder ces étoiles, les étudier, les contempler. Mais pas d'observatoire du ciel en Guadeloupe. Et non. Volcan, oui, certes, oui. Mais les astres, non. Or, vous vous dites, allez, je pars. J'arrive dans l'Hexagone. Vous avez 21 ans, c'est ça? C'est ça, j'ai été victime d'un ouragan en 89. Et donc, pour pouvoir revenir chez moi, je me suis dit que la solution, ce serait de faire des études de météorologie qui me permettraient de revenir dans mon île. Tout à fait. Et vous n'êtes toujours pas revenu? Et non, je suis encore ici, mais je retourne régulièrement chez moi. Exactement, mais avec de beaux projets. Vous vous installez donc en Normandie et depuis 10 ans, vous vivez à Vernon, justement où réside le campus de l'espace. Et là, vous vient l'idée de génie, finalement, c'est de faire revivre l'observatoire qui, à l'époque, était la visée stellaire. Et vous nous expliquez ce que c'est une visée stellaire. La visée stellaire du LRBA. Tout à fait, le laboratoire de recherche balistique aérodynamique, hein, qui était une base militaire où les soldats travaillaient sur des viseurs d'étoiles qui servent à positionner des têtes nucléaires et des fusées, des satellites, pour être en capacité de savoir exactement où ils sont et où il faut viser. Et ce laboratoire ferme donc, il y a plus de 10 ans. Et j'arrive à Vernon à peu près dans cet entre-deux. Hein, ce sont des centaines de maisons qui sont vidées, des laboratoires qui sont vidés, des soldats qui s'en vont à Bru, en Bretagne. Et juste avant le Covid, le campus de l'espace fait appel à moi en me demandant qu'est-ce qu'on va faire de ces bâtiments qui sont compliqués à réaménager. Tout à fait. Et donc, vous avez l'envie de partager cette passion-là? C'est parti de votre passion des... Alors, vous n'êtes pas astronome, mais un astronome, j'allais dire... Amateur. Amateur. Celui qui aime, et celui qui aime, et celui qui est passionné et qui connaît, surtout. Tout à fait. Qui peut faire partager aussi cet amour, effectivement, des astres et du ciel, on pourrait dire. Comment on vulgarise l'astrophysique et le spatial de manière générale pour tous les jeunes que vous rencontrez et qui viennent justement visiter le laboratoire, l'observatoire, pardon. En fait, je me suis rendu compte pendant le confinement que ces enfants ne savaient pas où ils habitaient. Alors, ils connaissaient très bien l'odonyme, hein, le nom de leur rue, leur numéro de la maison, la ville, le département, la région où ils habitaient, mais ils ne savaient pas où était le nord, ils ne savaient pas où était le sud, ils ne savaient pas où se levait le soleil, qui est quand même notre étoile autour de laquelle on tourne toute l'année. Et chez eux, ils étaient incapables de me dire où se lève le soleil, où se couche le soleil, et me donner et positionner quelques grandes constellations. Et c'est comme ça, en fait, pendant le confinement, que j'ai commencé à m'occuper un peu de ces jeunes, de jour avec le soleil comme de nuit, avec ces constellations et ces étoiles, pour leur montrer un peu où ils habitaient, comment ils pouvaient se positionner dans l'espace, sur la planète Terre, dans leur région, leur ville. Brandon, vous arrivez à situer la petite ours, la grande ours? Non, c'est compliqué. Moi et l'essence, c'est un peu difficile. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent vous voir, justement, aujourd'hui, en 2023. Là, on est à plus de 3200 visites au total, 2600 scolaires. J'ai eu 30 stagiaires de 3e qui ont fait des demandes. Là, la dernière stagiaire que j'ai eue m'a demandé son stage 1 an avant, et j'ai déjà des demandes pour l'année scolaire prochaine. C'est des passions. On est aussi au campus de l'espace un des sites qui fabrique les moteurs de la fusée Ariane. Et donc c'est aussi pour ces enfants un moyen de venir à ce campus et de découvrir un peu
de nouveaux métiers et des métiers du spatial. Et oui, découvrir ce troisième monde, parce qu'il y a aussi le monde sous-marin, évidemment, qu'on connaît peu et qui est absolument magnifique, et ce ciel sublime dont on devine les choses, mais dont on sait peu finalement. Donc grâce à vous, on peut tout comprendre. On peut venir aussi en tant que public, juste pour pouvoir visiter cet observatoire ou pas? Oui, complètement. On a une randonnée d'ailleurs qui va être organisée début août avec le Didelo, qui est une association de médiation scientifique et technique. Et on sera 80 personnes qui vont randonner de 20h à 2h du matin avec le point d'orgue, l'observatoire et un concert de musique électronique. Et tout au long du parcours, des poésies qui seront lues, des concerts qui seront donnés jusqu'à cet observatoire en partant des contrebas de Vernon, le château des Tourelles. Et à travers cette forêt autour du campus de l'espace, arriver jusqu'à ce point culminant qu'est l'observatoire. Et c'est une façon aussi de sensibiliser tout le public en fait, aux enjeux climatiques? Complètement, parce qu'on a 15 instruments, dont des stations météo, des caméras qui surveillent le ciel. Donc ça permet de découvrir déjà les contraintes auxquelles sont soumises ces arbres du campus de l'espace. C'est 21 hectares de forêt dans ce campus. On a déjà des problématiques de sécheresse, de parasites, de chenilles processionnaires, du chêne, qui, malheureusement, à cause du réchauffement climatique, impactent déjà un territoire qui est visible de ces enfants qui viennent parfois en stage. Et c'est l'occasion pour moi, pendant ces stages, de leur montrer un peu comment aimer ce qu'ils doivent protéger. Et puis découvrir aussi les métiers finalement liés à l'aérospatial, liés à la météo, métier qui vous passionne vous depuis petit et que vous arrivez à partager avec eux. Complètement, là je m'en vais sur la Martinique dans pas longtemps justement pour porter un peu ce que j'ai pu faire comme activité avec ces enfants, des petits piou-piou que j'ai avec des fiches actions pour des crèches en centre aéré jusqu'à des universitaires, fabriquer ces capteurs météorologiques, sismiques, parfois aussi avec moi, astronomiques, travailler aussi sur des émetteurs-récepteurs radio qui permettent de communiquer avec des satellites. On a une superbe université d'été cet été, donc à l'IT2I, qui est l'école d'ingénieurs qui est sur le campus, où je vais accompagner des jeunes adultes, ce sont des étudiants qui sont déjà majeurs et qui vont fabriquer avec moi ces capteurs pour pouvoir ensuite, dans leur établissement scolaire, les utiliser, être responsables, quelque part, de la production de ces données, des outils qui leur permettront de trouver les solutions de demain face au réchauffement climatique, mais aussi aux crises géologiques qui vont impacter l'humanité. Ce sont les premières questions que vous posent, j'imagine, ces jeunes quand ils Oui, et combien je gagne? Combien vous gagnez, c'est vrai? Oui, ça c'est la troisième question, maximum top 3. C'est super ce que tu on va faire un big up à Jordan Deluxe. Alors vous gagnez combien, Gaël Musquet? 5 000 € net par mois, en moyenne par mois. C'est ce que je raconte à ces enfants qui ne sont pas toujours issus de classes socioprofessionnelles, de catégories socioprofessionnelles plus favorisées. J'ai beaucoup d'enfants qui viennent de ZEP, de quartiers prioritaires de la ville. Et c'est une manière pour eux aussi d'accéder à la culture et que je leur fasse découvrir aussi, moi, à mon tour, jeune insulaire, grand banlieusard d'outre-mer, comment on peut aussi, malgré nos origines, malgré les quartiers dans lesquels nous sommes nés, comment on peut aussi embrasser ces nouvelles filières. Et puis peut-être pousser un peu à ce que les TOM puissent amener aussi, pourquoi pas, un observatoire directement, en l'occurrence en Guadeloupe. Je m'y attelle. Où vous êtes né. Tout à fait, je m'y attelle. Là, justement, cet été, ça va être un de mes sujets, c'est d'implanter de micro-observatoires dans chaque territoire d'outre-mer pour que la France est le seul pays capable de faire ça. On a des territoires toute longitude, il fait forcément nuit sur un territoire français. Donc on a des opportunités énormes avec l'outre-mer de faire de la supervision spatiale et de pouvoir justement avoir notre place pleine et entière sur ces méga constellations que lancent des sociétés comme OneWeb ou SpaceX. Merci beaucoup Gaël Musquet d'avoir été avec nous. On vous retrouve dans l'émission de Marjorie Paillon, l'école du futur, produite par le grand Édouard Denot, qui nous écoute et nous regarde et vous salue, cher Gaël. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, c'est à vous, Brandon, pour votre chronique Quoi de neuf sur les réseaux. Cette semaine, Brandon, dans votre chronique Quoi de neuf sur les réseaux, vous revenez sur le carton des professeurs de français sur TikTok. Exactement. Ils prennent de l'ampleur ces derniers temps et leurs vidéos font des milliers de vues chaque semaine. À commencer par la reine en la matière, c'est maîtresse Adeline, le genre de maîtresse évidemment que nous aurions tous aimé avoir à l'école, Virginie. Et qu'on a reçu sur le plateau. Effectivement, dans l'émission, avec ses feutres de toutes les couleurs et sa belle écriture soignée, elle nous explique avec douceur et pédagogie les règles de grammaire et d'orthographe ou comment déjouer les pièges de notre chère langue française en moins de 30 secondes chrono. Regardez.
Les routes qu'ils ont réparées sont praticables. Toujours le même problème pour accorder le participe passé. On est avec l'auxiliaire avoir. On recherche le COD. Ils ont réparé quoi? Ils ont réparé les routes. Que est le COD mis pour les routes? Et on voit qu'il est placé avant le verbe. Il faut donc accorder avec le COD et surtout pas le sujet. Et les routes, c'est féminin pluriel, donc EES. Voilà, avec maîtresse Adeline, le participe passé n'a jamais été aussi facile, Virginie, n'est-ce pas? Ah oui, ça j'avoue. Alors évidemment, avec Caracol en tête sur TikTok, tiktokeuses français, 2 300 000 abonnés. Voilà, c'est une belle revanche pour cette femme qui était dyslexique à la naissance quand même dès son plus jeune âge. Donc voilà, c'est mérité. D'autres professeurs qui revisitent la langue française, enfin d'autres manières de travailler la langue française? Oui, des manières très différentes. Autre style, autre ambiance avec Athéna Sol. Alors son credo, elle, c'est rendre populaire et accessible la langue française et les mots. Car évidemment, il y a des mots que l'on utilise régulièrement mais qui sont parfois mal prononcés. Alors Athéna Sol, elle est là pour nous le rappeler, comme avec son plus gros succès sur TikTok. Vous prenez du fond avec beaucoup et surtout beaucoup de formes. Un ton évidemment un peu abrupt et une pointe d'humour. Vous mélangez le tout et le tour est joué. 8 millions de vues pour cette vidéo. Regardez. Voilà 5 mots que tu prononces probablement mal. Ce mot-là, il y a un S à la fin, et ben tu l'oublies. Parce que c'est des mœurs et pas des mœurs. Ça là, c'est comme le mec qui a tué son père et qui a couché avec sa mère. C'est un édème. Édipe. Ce mot-là, il y a qu'un seul S, alors pourquoi tu dis abasourdi tout le temps? Abasourdi. Ce mot-là. Est-ce que tu dis exécutif ou exécutif? Bah là c'est pareil, exécrable du coup. L'hiver arrive et tu vas avoir envie de manger des plats réconfortants, ok. Mais ce que tu vas t'engouffrer dans ta tartiflette, c'est du reblochon et pas du roblochon. Alors moi, je suis totalement en adéquation avec elle. C'est-à-dire que je suis pile poil la cible. Autre exemple à nous présenter? Oui, évidemment. Un compte tout aussi important que les deux précédents. Son nom, c'est les parenthèses élémentaires. Alors, vous allez voir, Madame Watson, il est plutôt très utile ce compte. Elle s'appelle Karine Jude, de son vrai nom. Elle partage à la fois sa passion pour les grands mots oubliés, les expressions dépassées, mais surtout, elle a une passion pour les fameux pléonasmes. Vous les connaissez, Virginie? Tout à fait. Évidemment. Il nous est tous arrivé d'ajouter au détour d'une phrase, une précision complètement inutile. Et le pire, c'est que la plupart du temps, ils sont tellement ancrés dans notre langage qu'on ne se rend même plus compte. Exemple avec ces mots assez emblématiques. Regardez. 3 pléonasmes à éviter. Le premier, c'est « moi personnellement ». À partir du moment où vous dites « moi », cela vous engage. Inutile d'ajouter « personnellement ». Le deuxième, c'est « pouvoir potentiellement ». Le potentiel, c'est ce que l'on peut faire. C'est donc redondant de l'utiliser avec « pouvoir ». Et le troisième, on l'entend beaucoup, c'est « donc, du coup ». Donc et du coup indiquent la conséquence. En plus, du coup est un type de langage à éviter. Et vous, Virginie, vous personnellement, est-ce qu'il y a un pléonasme que vous détestez particulièrement? Au jour d'aujourd'hui. Ah ouais, ou monter en haut, allumer la lumière. Ça, c'est vraiment horrible. Bon, évidemment, tous ces comptes TikTok autour de la langue française deviennent très utiles dans un contexte où les élèves en fin d'école élémentaire font 2 fois plus de fautes que leurs parents au même âge. Si on en croit les statistiques du ministère de l'Éducation nationale publiées fin 2022, un quart des élèves en classe de 6e n'a pas le niveau requis en français. Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a annoncé il y a quelques semaines 1 heure de renforcement hebdomadaire en français pour les élèves de 6e. Ce sera appliqué dès la rentrée 2023. Pendant ce temps-là, les élèves peuvent s'entraîner avec TikTok ou bien sûr avec les incontournables cahiers de vacances. La saison est ouverte. C'est le moment, Virginie. Merci beaucoup, Brandon. Tout de suite, place à Souvenir d'écolier avec Malika Ménard et Olivier de Benoît. Justement, on va parler de tes enfants. Avec plaisir. C'est la dernière partie de l'émission. Oh, déjà, non, c'est pas déjà? Oui, c'est le On m'avait dit que ça durait 1 heure. Non, on a dit moins, mais vous pouvez rester bien si vous voulez. Allez en régie, regardez ce qui se passe sur la chaîne. J'ai envie de faire un live. On fera un live après pour les réseaux. Donc, tu as 4 enfants. Ouais. L'école, tu n'y es plus depuis un moment, mais du coup, tu connais très bien le système scolaire. Ouais. Quel regard tu portes dessus? Je trouve que le système scolaire est très, est beaucoup plus. On critique beaucoup l'éducation nationale. Il y a un truc qui est vachement bien, c'est que les enfants redoublent plus.
aujourd'hui. T'étais contre le redoublement? J'ai redoublé, tous mes frères ont redoublé et je crois que ça ne servait à rien en fait. Parce qu'en fait, si tu veux, on redoublait c'est-à-dire que il faut orienter les enfants le mieux possible. Mais le redoublement, c'est un échec, c'est je suis nul, je redouble, je passe avec les enfants qui ont un an de moins. Ça véhicule tellement de choses, je trouve que par exemple ça c'était génial. Par contre, il y a un truc absolument hallucinant, ma fille a fait Parcoursup, pour ceux qui regardent et qui... Parcoursup est extraordinaire. Elle a quel âge? Elle a 18 et c'est vrai que là ils ont eu Parcoursup et c'est le jour où ça tombe, où tout d'un coup c'est une pression, c'est un truc, c'est trop je trouve. Voilà, donc je dirais qu'il y a des trucs qui sont bien et Parcoursup, il faut qu'il le corrige. Si tu devais changer quelque chose à l'école d'aujourd'hui? Eh bien, je vais jouer les vieux cons, mais je trouve que j'ai toujours aimé le fait de sacraliser les professeurs. J'ai toujours aimé cette idée-là, en fait, et à partir du moment où il n'y a plus on les sacralise plus, c'est le début de la fin. Donc voilà. Et qui doit les sacraliser? Eh ben, c'est-à-dire que ça doit être... j'aime bien l'idée qu'il y a un vrai... je ne sais pas comment ça doit se faire, mais je veux dire simplement, c'est que quand j'entends parler des profs... C'est aussi l'éducation qu'on donne à la maison, alors. Oui, bien sûr, mais ça doit venir de... Mais l'école doit être un endroit, en tout cas, où le prof il est d'ailleurs sur un piédestal, il est plus haut que les élèves, il est en scène et on doit le respecter absolument. Voilà. Donc c'est quelque chose il faut s'attacher à ça, mais je trouve que l'école républicaine est géniale parce qu'il y a beaucoup d'endroits où les enfants ne vont pas à l'école, etc. Je trouve qu'on donne la possibilité en France à un enfant à partir de 3 ans d'être à l'école et d'être pris en charge par le système français jusqu'à 5 ans après ce que j'ai fait, 5 ans de droit. Donc j'ai été à l'école de 3 à l'État français donne l'opportunité de le faire et ça c'est extraordinaire. Il faut garder ça et voilà, il faut le sanctuariser. L'école de demain, elle est comment pour toi? L'école de demain, je pense que l'école de demain, ça doit être une école qui doit être qui doit le plus ventilé possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit on est généraliste, soit on est dans le système général, soit un système technologique. On a toujours l'impression que c'est pour les bras cassés. Et l'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde, avec le même niveau de satisfaction et qui n'y ait pas les bons, les mauvais. C'est-à-dire que moi, je vois tellement aujourd'hui, par exemple, j'adore des histoires, par exemple, d'un copain qui est maintenant un pâtissier extraordinaire et qui avait fait un CAP de plomberie. Et après, il s'est retrouvé à faire de la pâtisserie par hasard en terminale, etc. Et aujourd'hui, il est 10 fois plus fort que tous ceux qui étaient dans le système général. Mais ils ont toujours cette espèce de sensation d'être sur le chemin de traverse. Bon, voilà. Il faudrait que tout ça soit au même niveau. Je trouve que les études de pâtisserie doivent être aussi valorisées que le mec qui fait des maths. Voilà. On parle beaucoup de harcèlement scolaire en ce moment à l'école. Et notamment, c'est dû aux réseaux sociaux. Ouais. Quel usage, toi, tu fais avec tes enfants des réseaux sociaux? Alors, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils sont comme 90% des ados. Je crois que 90% des ados sont des voyeurs. C'est-à-dire qu'ils regardent, ils sont pas actifs. Ils sont pas actifs, ils regardent, ils sont spectateurs. Je trouve que c'est absolument détestable, horrible, et c'est d'une violence absolument inouïe. Et je ne sais pas s'il y a une solution en fait. C'est-à-dire à part couper. Contrôler l'usage. Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est toujours facile de dire en contrôle. C'est quelque part, il faudrait couper. Non, mais même un type comme Elon Musk dit il faut faire attention, etc., Mais il n'y a pas de gendarmes. Non, je suis assez pessimiste. Je suis désolé pour cette émission, mais je suis assez pessimiste. Merci. Non, mais c'est pas ça. Ou alors il faudrait interdire avant un certain âge les réseaux sociaux. Point final. C'est-à-dire que normalement, t'as pas mis une limite d'âge? Non, mais moi ils le font pas. Moi vraiment ils le font pas. J'ai pas des enfants qui sont dans cette vague-là. Mais quand je vois sur certains boucles WhatsApp la violence, j'ai lu un article sur la violence des mômes à partir ça commence au primaire. Je me dis c'est pas possible déjà qu'en primaire t'aies des enfants qui ont des téléphones et qui puissent s'envoyer des messages et harceler des enfants de 8-9 ans. Comment c'est possible? Voilà, ça commence par là, c'est-à-dire d'interdire définitivement. C'est l'âge. C'est l'âge, voilà. Et toi, t'es maintenant assez grande pour avoir. Oui, c'est bon. Merci. Je t'aurais donné des conseils. Je suis reconnecté. Bon, c'est déjà la fin de l'émission, Olivier. Ah non, arrête tes conneries. Ouais. Ah non, mais je vais revenir. Pas de souci. Je sais pas si on salue celui qui vient après, mais je sais qu'Arnaud Demanche. C'est pour la prochaine émission. Ce sera dans la prochaine émission. Donc restez connectés parce que ce garçon est très brillant. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. Merci Malika, merci Olivier. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Sa maman embrassa le petit hibou
mit dans son sac à dos, à côté du précieux mouchoir, un petit sandwich mulot mayonnaise, et Genoux prit la route, à moitié rassuré, il faut bien le dire. Il vola une bonne partie de la nuit, et il finit par arriver au-dessus de la maison de la sorcière, une masure au toit de chaume percée d'une grosse cheminée. Genoux se posa sur un pot de fleurs et frappa au carreau. La sorcière était près du feu, sur lequel bouillonnait une grosse marmite. Elle sursauta et alla ouvrir. « Tiens, un hibou !» marmonna-t-elle en voyant Genoux. Elle se saisit de son grimoire et trempa sa plume dans l'encrier. « Hibou !» nota-t-elle. « Que puis-je pour vous? Et d'abord, comment vous appelez-vous ?»« Genoux, madame !» répondit le petit hibou d'une voix mal assurée. « Hibou, Genoux ?»« Oui, madame, et il se trouve que j'ai des poux. »« Hibou, Genoux, poux !» nota la sorcière dans son grimoire. « Avez-vous de quoi me payer ?»« Oui, bafouilla le petit hibou, qui était très impressionné. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai un bijou. » Et il sortit de sa poche la boucle d'oreille que sa grand-mère lui avait donnée. « Encore ?» Oh, c'était super. On pourrait écouter pendant toute l'émission. Et j'ai l'impression que c'est l'un des boulots dans l'événementiel le plus compliqué, le plus difficile, parce que les clients sont extrêmement exigeants, ce qui est normal, c'est leur mariage. Non mais c'est vrai, j'ai l'impression que c'est super difficile. Vous gérez tout de A à Z, comment ça se passe? Vous avez parfois des retours négatifs, pas sur votre travail, mais par rapport aux clients qui sont extrêmement exigeants. C'est vrai que c'est ton mariage, donc j'ai l'impression que c'est le plus beau jour de ta vie, et ça va être un petit peu dur à gérer cette pression. Virginie? Alors c'est vrai que c'est un métier exigeant. Après, du coup, quand on se lance dans ce métier-là, on se lance en toute connaissance de cause et on s'attend effectivement à avoir des futurs mariés exigeants, et c'est normal, comme vous l'avez dit Mathilde, puisque c'est une journée sur laquelle ils ont envie vraiment que tout soit parfait. Et du coup, voilà, on fait en sorte que tout se passe bien. Et il faut avoir les épaules assez solides pour supporter la pression. Donc il faut faire du sport pour éliminer tout ça. Mais généralement tout se passe bien. Il faut avoir un tempérament quand même assez calme pour pouvoir en fait encaisser tout ça. Ne pas montrer qu'on est stressé le jour du mariage si par exemple il arrive quoi que ce soit. Et voilà, et trouver les plans B, être comme on le disait tout à l'heure, il faut être assez débrouillard. Il faut savoir rebondir très rapidement, c'est-à-dire qu'on n'a pas 3 heures pour réfléchir sur un problème. S'il y en a un, il faut réfléchir tout de suite. Donc il faut vraiment avoir plein d'astuces dans sa poche pour pouvoir gérer tout ça. Quelles sont, Virginie, les étapes importantes justement quand on imagine un événement? Alors les étapes importantes, en fait, c'est dans un mariage, c'est assez cadré. On va gérer d'abord le lieu et ensuite les différents prestataires. Et après, voilà, il y a différentes choses qu'on va mettre en place. Il ne s'agit pas simplement de trouver des prestataires, il faut vraiment coordonner le tout, faire en sorte que tous s'imbriquent bien les uns dans les autres. Donc c'est tout un savoir-faire qu'on met en place, et on met en place des outils aussi pour nos clients pour que tout se passe bien et que tout soit fluide. Parce que les préparatifs peuvent aussi être un moment de stress pour les futurs mariés, et on est là justement pour faire en sorte qu'ils profitent de ces instants, parce que ça fait aussi partie de l'événement. Mark Zuckerberg, Elon Musk, qui, après des échanges musclés sur Twitter, Instagram, acceptent de peut-être, au printemps prochain, se retrouver sur un ring, sur un octogone. Selon le site TMZ d'ailleurs, qui a quelques informations, ça pourrait bien avoir lieu lors de l'UFC 300. C'est un événement qui est en préparation par l'UFC, la fédération de MMA américaine, pour le printemps 2024. Ce serait à Las Vegas. C'est des enfantillages de milliardaires ou c'est une véritable lutte entre deux CEO qui ont toujours été rivaux dans la vallée? Rodrigo. Moi, je trouve ça absolument pathétique. Exactement. C'est deux personnes qui ont transformé de manière extrêmement profonde la vie de milliards de personnes. À la fois sur les réseaux sociaux pour Mark Zuckerberg avec Facebook, avec, je sais pas, bientôt 10 industries probablement pour Elon Musk. Et ils n'ont rien d'autre à faire
que des enfantillages comme ça. Ils vont devoir se préparer. Problème, Mark Zuckerberg est très entraîné, il a 39 ans. Elon Musk est gros et pâteau comme moi, il a 52 ans, il est sûr de perdre. C'est pathétique. Si j'étais actionnaire des deux boîtes, je disais, mais comment c'est possible que ces deux patrons n'aient rien d'autre à faire en tant que milliardaire que d'aller se battre sur un ring devant tout le monde? Ouais, parce que c'est-à-dire qu'il y a l'affichage, en effet, qui peut faire rire la galerie de la Silicon Valley par ailleurs, mais il y a quand même des gens aux commandes derrière leurs multiples entreprises, derrière le groupe Meta pour Mark Zuckerberg et derrière, tu l'as rappelé, la pluralité d'industries que détient Elon Musk. Les investisseurs, ça les fait vraiment rire, Stéphane? Ah, je sais pas, je crois pas. Moi, quand j'ai vu ça, je pensais que c'était une blague. J'ai regardé si on était le 1er avril. C'était pas du Gorafi, hein. Bah non, j'aurais bien aimé, ou bien, mais même pas, c'est même pas drôle en fait. C'est nul. C'est quel est l'intérêt? Tout ça parce qu'il y a potentiellement un concurrent de Twitter qui va peut-être émerger de Meta. Non. Je sais quoi, mais c'est quoi ces bêtises? Je pense pas qu'Elon ait peur d'un concurrent pour Twitter. Il y a 3 conséquences potentielles positives de ce débat. C'est une énorme opération d'RP, on n'arrête pas de parler d'eux. Tout le monde en parle, donc tant mieux, c'est de la pub gratuite dans tous les médias du monde. J'ai vu passer une brève comme quoi ils pourraient faire jusqu'à 1 milliard de revenus en pay-per-view en vendant ce truc. Pourquoi pas? Mais ça ne change rien à leur fortune personnelle. Et ça peut juste rassurer les équipes qu'ils n'ont pas un débilito à la tête. Facebook vient de perdre un projet qui faisait 10 milliards par an sur le métaverse, donc se redresser un petit peu. Elon Musk, c'est un mec extraordinaire que j'ai pu rencontrer il y a longtemps. Sa dernière fusée vient d'exploser. Donc voilà, pour se dire, on est encore aux commandes. Mais c'est pathétique, c'est des gens comme ça ne devraient pas faire ça, ils ont une responsabilité, comme Spider-Man avec des grandes opportunités, des grands pouvoirs viennent de très grandes responsabilités. Et j'ai 3 enfants, et celui du milieu était en CE2. Et assez jaloux de sa petite sœur qui, elle, en grande section, recevait de sa maîtresse des manipulations, des découpages. Et lui, en fait, il avait le côté très rébarbatif de l'affaire, c'est-à-dire les règles d'orthographe, ça ne voulait pas rentrer, il n'aimait pas beaucoup. Et j'ai fait un peu ce que je sais le mieux faire, c'est-à-dire j'ai commencé à lui inventer des petites histoires, choses que je fais facilement. Par exemple, j'en sais rien, comment on écrit piscine, d'abord on saute, ensuite on crawl, donc d'abord le S, ensuite le C. Enfin, des petites choses toutes bêtes, en fait. J'essaye d'inventer des... Piscine. Emma, le problème est résolu. Voilà. Un problème de piscine considérable. Non, et puis du coup, j'ai commencé à faire des petits personnages. Voilà, Monsieur Tu avec son chien S, pour qu'en fait, ils retiennent et que ça soit un peu rigolo, en fait. Et après, vous avez appelé quoi, le Robert? Il vous leur avait dit? Alors, pas du tout. J'ai d'abord fait affaire avec l'Uni, avec qui j'avais... Qui est cette une plateforme, une boîte à histoire, c'est ça? Une boîte à histoire. Accessible en ligne. Et qui est un objet physique avec un gros bras jaune. Voilà, c'est ça, en fait. Et j'avais travaillé avec eux, on avait fait les fables de La Fontaine. Ouais. Et puis, j'avais ces histoires en tête, et je leur ai dit, les histoires d'orthographe, elle m'a dit, il faut que ça te soit drôle. Et puis, surtout, c'était que audio. Donc, que ça soit que audio, c'est un véritable défi, parce qu'il faut faire rentrer la règle, certes, mais il faut aussi que l'histoire soit une vraie histoire, avec un début, une fin, une intrigue, des péripéties. Et il ne faut pas non plus que l'histoire l'emporte tellement qu'on oublie la règle à la fin. Exactement. Donc j'ai quand même un peu, je me suis un peu creusé la cervelle, et c'est né comme ça en fait. Et puis un jour, un autre coup de baguette magique, les éditions du Robert qui me disent on voudrait publier vos histoires sous forme de livre. Je dis allons-y. Et ça a rajouté quelque chose qu'il n'y avait pas, les images, le support en fait visuel qui est tellement précieux et qui fait que c'est devenu un produit complet qui s'adresse à toutes les intelligences. J'ai quand même le sentiment que tu as le côté créatif. Il y a beaucoup de gens qui sont créatifs, et puis tu as aussi le côté rigueur. En général, les créas n'ont pas forcément. Comment vous arrivez, Margot, à coupler ces 2 principales qualités? Et est-ce que vous les avez? Alors, être créatif, c'est très important. Déjà pour se démarquer. En fait, on nous l'apprend très simplement qu'avoir le même événement que tout le monde, ça ne marchera pas. Et qu'il faut toujours avoir ce petit truc en plus et pourquoi on le fait. Et après, la rigueur, ça vient au fur et à mesure. Si on veut un événement parfait, on a intérêt à être rigoureux et aussi à faire en sorte qu'il n'y ait rien qui manque et à penser à tout. Parce que sinon, le jour J, ça pose problème et ça, c'est très compliqué quand ça pose problème. Pour dire très rapidement. Virginie Mention, si on n'a pas ces 2 qualités, laquelle faut-il absolument avoir si on souhaite faire carrière dans ce métier? Plutôt la rigueur ou plutôt la créativité? Alors, s'il fallait choisir, c'est compliqué parce que... Alors, il faut forcément être rigoureux parce qu'il y a des étapes à mettre en place, etc. Et puis, il faut rester focus sur ce qu'on fait. Mais c'est vrai que la créativité, ça reste important parce que, comme le disait Margot,
On ne doit pas proposer 2 fois le même événement. De toute manière, c'est impossible parce qu'on est face à des personnes ou des entreprises qui ont des choses différentes, qui veulent mettre en place des choses différentes. Donc, s'il fallait en choisir un, dur quand même. Peut-être la rigueur. Voilà pour cette émission. Merci à vous tous de nous suivre. Canal 247 sur les Freebox, Canal 217 sur les box Orange. Merci Brandon d'avoir été avec nous. Merci Virginie. Toujours un plaisir évidemment. Merci aussi à toute l'équipe fabuleuse que nous avons aujourd'hui à la réalisation. C'est Kylian Soula, le son c'est Saïd Mamou, maquillage Laure Audemont et Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction, ainsi que toute l'équipe qui bosse sur la chaîne School et qui est formidable et que l'on salue évidemment. Ciao.